Bismillah. Donc, on a parlé la dernière fois donc, de l'épidémiologie du toxoplasme, c'est-à-dire l'agent responsable, sa morphologie, le cycle, son mode de contamination, donc la clinique, comment on peut avoir donc les symptômes de cette maladie. Et on a commencé donc une partie du diagnostic. Donc le diagnostic, on a commencé par le diagnostic chez le sujet immunocompétent, y compris la femme enceinte. Et concernant la femme enceinte, on a dit qu'il faut bien s'assurer du statut immunitaire de cette dernière, c'est-à-dire savoir la sérologie de la femme, comment elle est au début de la grossesse. Si elle est directement séropositive, avec une sérologie ancienne, ou bien si elle est séronégative, qu'il faut la suivre de façon régulière chaque mois, jusqu'à une semaine après l'accouchement, ou bien c'est une femme en plein dedans de la toxo, on appelle ça donc une toxoplasmose évolutive. Donc on a commencé aussi donc là le diagnostic de la toxoplasmose oculaire. Donc la toxoplasmose oculaire, on a dit l'atteinte, la plupart du temps, elle est due à une toxoplasmose congénitale, c'est-à-dire que ce sujet a déjà eu donc cette maladie dans le ventre de sa mère et de façon rare, on peut avoir des toxoplasmoses oculaires après la naissance. Le diagnostic donc se fera en d'abord s'assurer que ce dernier a la toxoplasmose, donc faire une sérologie donc au niveau du sang, donc recherche des anticorps. S'il est séropositif, vous pouvez faire la ponction de la chambre antérieure et retirer l'humeur aqueuse. Maintenant, vous avez l'humeur aqueuse, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez doser donc les anticorps au niveau de cette humeur et rechercher aussi la comparaison, rechercher si ces anticorps sont les mêmes que celles du sérum ou bien vous avez une synthèse locale des anticorps antitoxoplasmiques et vous aurez des bandes sur le Western blot différentes ou bien la charge immunitaire au niveau oculaire sur la charge immunitaire au niveau sanguin. Donc, elle est supérieure à 4. On appelle aussi le coefficient de Desmond. Après, on a parlé donc de la toxoplasmose donc congénitale, le diagnostic, comment il est. On a déjà commencé par le suivi sérologique, c'est la mère. D'abord, on a dit que la toxoplasmose congénitale, c'est l'atteinte au niveau, donc dans la vie fœtale, donc au niveau du ventre de la mère, donc le passage de la mère qui a été contact avec le toxoplasme dans donc au cours de sa grossesse, il y a un passage transplacentaire et atteinte de son fœtus. Comment le prouver? Donc, vous avez des diagnostics avec des phases. Donc, vous avez 3 étapes. L'étape de diagnostic anténatal, donc avant la naissance, c'est au niveau du ventre de la mère. Vous avez le diagnostic néonatal et vous avez le diagnostic donc postnatal. Donc, néonatal, c'est les jours de la naissance, donc jusqu'à une semaine à 10 jours. Et après, vous avez le postnatal, donc après la naissance. Donc, je vais vous refaire donc, le diagnostic congénital avec le anténatal. On a dit qu'il est difficile à faire parce que les prélèvements aussi à faire sont un petit peu agressifs, donc difficiles aussi à pratiquer. Et aussi, donc, vous avez plusieurs méthodes diagnostiques. Donc, les 3 temps qu'on a déjà parlé, c'est l'anténatal, le néonatal, le postnatal. Et aussi la surveillance qui peut se poursuivre pour un sujet atteint jusqu'à l'âge adulte. On a déjà parlé de cette anténatale qui est nécessaire lors d'une séroconversion. C'est-à-dire, c'est une femme qui est bien suivie chez nous, elle est séronégative. Donc, lors d'un contrôle, donc ça dépend le mois où elle a contrôlé, 3e, 4e, 5e, jusqu'au 9e mois, donc ça dépend. On a trouvé une séroconversion. D'accord? Donc,
Pour celle-là, donc, on va dire comment on peut procéder. Donc, aussi une toxo-évolutive, c'est-à-dire c'est une femme, dès le premier prélèvement qu'on a fait chez elle, on a trouvé qu'elle est malade et qu'on a confirmé avec un deuxième prélèvement. Il faut confirmer avec un deuxième prélèvement après 15 à 3 semaines, donc pour être sûr qu'elle est en plein dedans de la toxoplasmose. Aussi, la grossesse, on a dit, c'est-à-dire l'atteinte, elle peut être orientée par la radiologie. Donc, la radiologie, la plupart du temps, c'est l'échographie donc, de la mère au cours de sa grossesse qu'on va refaire et on va voir, donc rechercher les atteintes au niveau du placenta et au niveau du cerveau de fœtus. Donc, au niveau du placenta et au niveau du cerveau, on va trouver des plages denses donc de calcification. Donc, ça témoigne une calcification soit au niveau du placenta, soit au niveau donc, de la tête de l'enfant. Ici, ça, c'est le placenta, d'accord? Donc, vous pouvez donc à ce moment faire l'amniosynthèse, c'est-à-dire le prélèvement ici, du liquide amniotique, là où baigne le fœtus. Donc, le liquide amniotique, donc cette technique, elle ne peut pas être faite si on dépasse les 20 semaines. Donc, si on dépasse 20 semaines, on ne peut pas faire l'amniosynthèse, on va faire d'autres techniques, d'accord? Maintenant, si on est inférieur à 20 semaines ou bien égal, on peut la faire et on doit prélever donc 10 à 20 millilitres de ce liquide et qu'est-ce qu'on peut faire sur ce liquide? Donc, on a déjà parlé qu'on peut faire donc la technique de référence qui est l'inoculation à la souris. Vous pouvez aussi faire la culture cellulaire, donc ce sera in vitro. La première, c'est in vivo, la deuxième in vitro. Et faire la PCR et le Western blot sur ce dernier, d'accord? Donc, l'inoculation à la souris repose sur l'inoculation de ce liquide, donc un lot de 4 à 6 souris. Là, l'injection peut être soit intrapéritonéale, soit intracérébrale directement. Donc, elle est très sensible jusqu'à 70%. Et l'expression de cette positivité, c'est la recherche des kystes au niveau du cerveau de la souris. Donc, on va sacrifier la souris, écraser son cerveau entre la lamelle et rechercher, après 6 semaines d'inoculation, rechercher la présence de kystes. Donc aussi, on va essayer de faire des appositions ou bien écraser et faire des fois donc des frottis avec coloration à la recherche de ces kystes. Donc pour être très rapide, on peut passer à la culture cellulaire et avec des cellules qui se multiplient rapidement. Donc on va ajouter ce liquide avec ces cellules. S'il y a présence de toxoplasme, il va parasiter ces cellules et il va se multiplier à l'intérieur. Vous avez une multiplication rapide et on va rechercher le toxoplasme à l'intérieur. Donc, on a parlé aussi de la biologie moléculaire qui est très rapide et plus sensible par rapport à l'inoculation à la souris. Parce que l'inoculation à la souris, on a dit, elle prend 6 semaines. Donc, 1 mois et demi. 6 semaines, c'est trop long pour donner un diagnostic. Donc, la PCR, elle est plus rapide et elle va nous donc indiquer la présence au moins de 10 tachyzoïdes. Et ce sera ici l'ADN de 10 tachyzoïdes. D'accord? Donc là, pour avoir la performance de votre résultat, on peut faire, c'est-à-dire la combinaison des deux techniques. Et aussi, il faut voir la contamination. Il faut être plus près de la date de contamination pour faire le prélèvement. D'accord? Donc, on s'est arrêté la dernière fois au diagnostic néonatal. C'est le diagnostic à la naissance. Donc, à la naissance, effectué systématiquement. Donc, systématiquement, c'est-à-dire, quel que soit le résultat du premier, même s'il est positif, il faut le faire. Donc, il est obligatoire. Donc, on a fait le anténatal, directement, il faut faire, donc, après la naissance, le néonatal. Même si le premier était positif. Donc, quel que soit le résultat de l'anténatal, négatif ou positif, passez obligatoirement vers le néonatal. Donc, qu'est-ce qu'on demande à la naissance? Donc, à la naissance, il est nécessaire d'adresser au laboratoire le placenta. Donc, après la naissance,
Donc, vous avez la délivrance. Donc, vous aurez donc d'abord la naissance de l'enfant et après la délivrance, vous aurez le placenta. Maintenant, nous, pour une femme qui pose un problème et on a suivi au cours de la grossesse, qu'est-ce qu'on va faire? On va prélever. Donc, on va adresser une lettre à son gynécologue et mentionner qu'il faut nous envoyer, après la naissance, le placenta qui doit être conservé à +4 et le sang du cordon. Donc, ça, c'est à la naissance. Après G10, c'est-à-dire le 10e jour après la naissance, envoyer le sang de la mère et de son nouveau-né. Donc, mère-enfant, J10. Pardon. Donc, à G10, on a parlé, donc il faut envoyer le sérum ou bien directement le sang parce que c'est à nous donc de rechercher le sérum après centrifugation. D'accord? Donc, sérum de la mère et du nouveau-né à G10. Placenta, sang du cordon à la naissance. Le 10e jour, le sang de la mère et de l'enfant ou bien de nouveau-né. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, vous avez le diagnostic direct et le diagnostic indirect. Comme diagnostic direct, c'est la recherche directement du parasite ou de son ADN. D'accord? Recherche du parasite ou de son ADN. Donc, vous avez le placenta qu'on a déjà parlé. Donc, on a demandé au gynécologue de nous envoyer le placenta. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va essayer de prendre la totalité du placenta. On va rechercher les foyers d'inflammation. Donc là, les foyers de placentite. Placentite, c'est-à-dire inflammation. Là où on voit c'est inflammé et avec des plaques blanches, on va essayer donc de prendre une partie de ce placenta dans cette zone, donc la zone inflammée, et on va, donc vous avez presque 200 grammes de ce placenta qui va être broyé. Donc broyé, donc on va mixer et faire donc des différents lavages pour rechercher après, pour inoculer aussi à la souris. Donc là, l'inoculation directement au niveau du cerveau, donc intracérébral. Inoculation intracérébrale aussi à un lot de 4 à 6 souris et l'inoculation directe du sang du cordon. Le placenta, on va le broyer d'abord et on retire donc tout ce qui est liquide. D'accord, donc on va filtrer, on va retirer tout ce qui est liquide, on va inoculer en intracérébral à la souris. Mais le sang du cordon, il est déjà liquide, on va le l'inoculer directement en intracérébral chez la souris. Maintenant, on va laisser 6 semaines et on va lire. 6 semaines, après 6 semaines, qu'est-ce qu'on fait? La même chose, on va sacrifier la souris et rechercher les kystes au niveau de son cerveau. Puisque c'est lent, on peut le remplacer par la PCR ou bien le combiner à la PCR. Donc la PCR, c'est une technique parmi les techniques de la biologie moléculaire. Donc la PCR peut être faite sur le placenta et aussi même sur le sang du cordon. La plupart du temps, on le fait sur le broyat du placenta. Donc on a dit la combinaison des deux techniques peut augmenter la sensibilité. Maintenant, ça c'est pour le diagnostic direct. Le diagnostic indirect qui est immunologique ou bien sérologique, c'est la recherche des anticorps chez le nouveau-né. Donc le nouveau-né, on a déjà parlé du sang de la mère et de son enfant à G10. Donc on demande ce sang. Sur le sang le sang de l'enfant, on va rechercher les IgM et les IgA. D'accord? IgM et IgA. Donc, les IgM et les IgA qu'on a dit déjà la fois passée ne passent pas la barrière placentaire. Si on va les retrouver chez l'enfant, donc une forte suspicion que ce petit est atteint d'une toxoplasmose. Donc, maintenant, aussi, on peut rechercher la classe des IgG, mais les IgG néosynthétisés. Néosynthétisés, c'est-à-dire c'est les IgG propres à l'enfant. Ce n'est pas les IgG qui ont passé par la barrière placentaire, donc qui sont d'origine maternelle. Ce sera les IgG néosynthétisés. Donc,
Ces IgG néosynthétisés, ce sera presque la même chose que la toxoplasmose oculaire où on a comparé entre le sang et l'humeur aqueuse de la même personne. Ici, vous avez deux personnes différentes. Vous avez la mère et son nouveau-né. Donc, on va maintenant comparer entre les deux. Calcul soit des rapports de DO et ça sera donc là le coefficient Desmond qui peut être donc supérieur à 4. Donc, s'il est supérieur à 4, il est positif, c'est-à-dire que les anticorps IgG sont propres au nouveau-né. Maintenant, si vous ne pouvez pas faire cette DO et vous avez le Western blot, qui est une technique plus performante, vous pouvez faire cette technique, donc le Western blot, et c'est la recherche de bandes colorées, d'accord, au niveau des nitrates de cellulose. Donc, ces bandelettes colorées, vous allez rechercher les bandelettes qui sont différentes de celles de la mère, d'accord, les bandelettes différentes de celles de la mère. Donc, qu'est-ce que vous avez? Donc, vous avez des bandelettes les mêmes que celles de la mère pour les IgG. Ce sera confirmation que les G sont d'origine maternelle. En plus, vous aurez des IgG de l'enfant. Donc, ça va vous confirmer l'atteinte. Vous pouvez aussi, pour le Western blot, rechercher les IgM et les IgA. Donc, vous allez rechercher les IgM et les IgA. Et ça sera aussi la confirmation. Donc, on passe la troisième étape. La même chose, elle est obligatoire pour le diagnostic postnatal. Donc, postnatal, c'est après 10. Donc, elle est obligatoire, quel que soit le résultat des deux antécédents. D'accord? Quel que soit le résultat de l'anténatal et de néonatal. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait aussi la sérologie. Maintenant, après la naissance, on va laisser la mère tranquille. C'est bon. Elle a la toxo. Elle va garder ses kystes au niveau de son cerveau et elle est tranquille. Son enfant, maintenant, on va le prendre en charge et on va pratiquer des sérologies de contrôle chaque mois. Donc maintenant, c'est un contrôle mensuel pour cet enfant. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, ce contrôle, qu'est-ce qu'il va nous indiquer? Donc, une toxo congénitale est exclue, c'est-à-dire que cet enfant n'est pas atteint de toxoplasmose s'il existe une diminution de la moitié à chaque mois jusqu'à négativation du taux, donc au 9e mois. Donc, c'est-à-dire, on va commencer après la naissance le suivi sérologique. Donc, chaque mois, on fait cette sérologie, on va voir le taux et on compare avec le mois passé, d'accord? On va voir que donc ce taux diminue de moitié. Donc, chaque mois, vous avez la moitié du taux précédent. Chaque mois, donc, la moitié du taux précédent jusqu'à que ce taux se négative. Donc, vous aurez à la fin, donc au 9e mois, vous aurez une sérologie négative. D'accord? Pas des IgG pour le toxoplasme. D'accord? Pas des IgG pour le toxoplasme. Donc, cela, qu'est-ce qu'il va vous indiquer? Donc, il va témoigner que ce transfert d'anticorps était passif, c'est-à-dire c'était des anticorps maternels qui sont passés chez le nouveau-né et ce nouveau-né est indemne de toute toxoplasmose, d'accord? De la toxoplasmose. Il est indemne, c'est-à-dire indemne, il n'est pas malade, il n'est pas atteint de la toxoplasmose. Donc, je m'arrête à ce point et j'attends vos questions si vous avez des questions, sinon on continue. Donc, on peut continuer parce qu'il n'y a pas de questions. D'accord? Donc, maintenant, ça, c'est le premier cas de figure. C'est un enfant qui a donc la négativation au 9e mois de taux de anticorps, donc il n'est pas atteint de toxoplasmose. Maintenant, le deuxième cas de figure, donc le diagnostic de toxoplasmose congénitale est retenu s'il existe une diminution donc,
La technique du Western blot. Donc, vous n'avez pas compris la technique du Western blot. Donc, c'est des techniques qu'on va... Donc, la plupart des techniques, on va les faire au cours du cours de l'immunologie parasitaire. Donc, on va vous montrer même les bandelettes de nitrocellulose. Donc, je vais essayer donc de vous rechercher des bandelettes pour que vous pouvez comprendre. Donc, pour le Western blot, on a dit ici, donc, on va parler du Western blot. Donc, le Western blot, on a dit, donc, c'est des bandelettes. Donc, de nitrocellulose. Donc, c'est des petites bandelettes blanches, donc un petit peu longues. Donc, la longueur jusqu'à 10 cm peut-être. Donc, pas 10, donc 10 cm à 8 à 10. Donc, sur ces bandelettes, vous allez les traiter. Donc, vous allez déposer cette bandelette et la traiter avec le sérum. Au niveau de cette bandelette, vous avez l'antigène antitoxoplasmique qui est... Donc, vous avez l'antigène antitoxoplasmique qui est réparti sur cette zone, sur cette bandelette, sous forme, donc, en fonction de son poids moléculaire. Donc, en fonction de son poids moléculaire, qu'est-ce que vous allez maintenant faire? Donc, ajouter à cette bandelette le sérum. Et s'il y a présence des anticorps au niveau de... pardon. S'il y a présence des anticorps, donc au niveau du sérum, elles vont se lier à un antigène donné. Et vous avez donc là l'antigène, donc soit anti-anticorps, anti-IgG. Donc, vous allez avoir donc le complexe IgG, complexe antigène-anticorps. Il faut le révéler par un anti-anticorps, donc il y a une enzyme, ajouter un substrat anti-enzyme et vous aurez la coloration, vous aurez à la fin des bandelettes colorées. Donc maintenant, pour l'enfant, vous allez lancer une bandelette, pour la mère, vous allez lancer une bandelette. Lorsque, après, vous allez faire... Donc là, vous allez avoir donc ajouté le substrat et vous aurez donc à la fin les bandelettes colorées. Donc déposez les deux bandelettes l'une devant l'autre et voir la présence, d'accord? Voir la présence donc des mêmes bandelettes ou bien il y a des bandelettes en plus. Donc si c'est les mêmes bandelettes, ça sera les antigènes de la mère qui sont passés chez l'enfant. S'il y a d'autres antigènes, en plus, d'autres bandelettes anticorps, donc d'autres bandelettes en plus, vous aurez donc les IgG néosynthétisés de l'enfant. Donc, on continue. Donc, on est dans le deuxième cas de figure. On a dit donc la toxocongénitale, elle est retenue s'il existe d'abord une diminution, c'est-à-dire on va suivre l'enfant, la sérologie, elle commence à diminuer, puis à un certain moment, donc vous avez plusieurs mois donc, de contrôle, et après vous aurez une réascension, donc une nouvelle augmentation des anticorps. Donc le taux des anticorps, ou bien ce taux va rester longtemps en plateau. D'accord? Il va rester longtemps en plateau, donc il ne va pas changer, c'est-à-dire que ce sujet a une toxoplasmose congénitale. Donc, ce dernier, vous allez le suivre pendant 2 ans. Donc, ce suivi, il est obligatoire. D'accord? Nouveau-né à suivre obligatoirement jusqu'à l'âge de 2 ans. Parce que celui-là peut y avoir chez lui une choriorétinite à l'âge de 2 ans, ou bien à l'âge adolescent, ou bien à l'âge adulte. Donc, on a terminé avec le diagnostic congénital. Maintenant, on va voir la biologie, donc bien le diagnostic biologique chez l'immunodéprimé. Donc, aussi le diagnostic sérologique d'une séroconversion ou bien d'une réactivation. Donc, pour être sûr que c'est une séroconversion, c'est-à-dire que c'est un immunodéprimé, déjà, donc, est passé chez vous, il a fait une sérologie, vous avez une séroconversion, vous avez une sérologie négative. À un certain moment, parce que les immunodéprimés, on peut les suivre, donc tous les 6 mois faire des sérologies, on peut les suivre, donc vous aurez
une positivité, donc ce sera une séroconversion. Ou bien, c'est déjà donc un immunodéprimé qui a déjà la toxo, donc qui était en immuno, donc lorsqu'il était immunocompétent, il avait la toxo, donc il a les kystes dans son cerveau. Lorsqu'il a cette immunodépression, vous aurez la réactivation, d'accord? C'est-à-dire réactivation, c'est que les bradizoïdes qui étaient en dormance chez lui lorsqu'il était immunocompétent, elles se sont réveillées, donc c'est sa réactivation, et vous avez donc la transformation de ces bradizoïdes en tachyzoïdes. Donc, cette reconversion ou cette réactivation aussi dépend de la profondeur de l'immunodépression. La profondeur ici, comment on peut la calculer? Donc, il faut rechercher le taux des CD4. Donc, le taux des CD4, donc, c'est les T-helpers, donc qui peut nous orienter. Vous avez un taux supérieur à 200, donc l'immunodéprimé ne veut pas avoir cette réactivation ou bien cette séroconversion. D'accord? Ne veut pas avoir la symptomatologie, surtout pour la réactivation. Maintenant, inférieur à 200, c'est le taux ici. Donc, vous avez le 200 des CD4. S'il va diminuer, donc devenir inférieur à 200, l'immunodéprimé va vous donner les symptômes de cette maladie et ça sera des symptômes plus graves par rapport à l'immunocompétent. Donc, si c'est une réactivation, vous aurez directement la localisation cérébrale et après, donc, si elle n'est pas traitée, vous aurez la dissémination. Si il était séronégatif et vous avez une immunodépression avec des taux inférieurs à 200, donc ce malade peut avoir directement la dissémination. Donc, cet immunodéprimé, pour avoir le taux des G chez lui ou bien le taux des anticorps en général, vous avez une immunité donc effondrée, vous avez un taux très faible d'anticorps. Donc il faut faire des techniques très très sensibles pour de bien mettre en évidence ces anticorps. Aussi associer donc ces techniques aux données cliniques, radiologiques et au traitement des preuves. Donc, les données cliniques, ça sera la symptomatologie. La radiologie, c'est la recherche surtout au niveau cérébral des micro-abcès cérébraux. Et aussi, vous pouvez donner à ce malade le traitement des preuves, donc le traitement contre la toxoplasmose chez immunodéprimé. Et vous allez voir là l'évolution. Donc, c'est une association de plusieurs données. Donc, pour la toxoplasmose cérébrale, donc, si on veut faire le diagnostic biologique, donc il est un petit peu difficile parce qu'on ne peut pas, donc c'est difficile de faire une biopsie cérébrale chez un sujet vivant. Donc, c'est un geste vraiment trop risqué, donc non dénué de tout risque. Donc si on peut faire la biopsie, vous allez faire l'anatomopathologie pour la recherche des foyers inflammatoires et la recherche des tachyzoïdes. Maintenant, ce geste, donc la biopsie peut être faite seulement en post-mortem, c'est après la mort. Mais maintenant, ça sert à quoi? C'est seulement pour être sûr qu'il a été atteint de toxoplasmose. Ça ne sert pas à un diagnostic pour sauver une vie. Maintenant, il est remplacé par un prélèvement qui est facile à faire et c'est le prélèvement donc, du LCR. LCR, c'est le liquide céphalo-rachidien. Ce dernier, donc sur lequel on peut faire la biologie moléculaire par la PCR, qui peut, c'est-à-dire passer, donc on peut laisser aller donc cette biopsie à part, donc on ne peut pas la faire le LCR et faire la PCR sur ce LCR, ou bien faire donc aussi la recherche des anticorps par le Western blot ou bien par la coefficient d'Esmond. Donc, maintenant, passer à l'immunologie, donc le diagnostic indirect. Sur le LCR, on peut, par la PCR, rechercher l'ADN, ou bien, si on peut, mais c'est exceptionnel, rechercher le tachyzoïde, faire des frottis, colorer et rechercher le tachyzoïde. Ça, c'est un petit peu exceptionnel pour le mettre en évidence.
Donc, l'alternative, ça sera le diagnostic immunologique à la recherche des anticorps néosynthétisés. Donc, la néosynthèse intrathécale des anticorps. Intrathécal, c'est à l'intérieur donc du liquide céphalo-rachidien. On a parlé du coefficient Desmond pour la comparaison maintenant entre le LCR et le sang de la même personne. Même pas pour le Western blot, la même chose. Faire une bandelette pour le LCR et une bandelette pour le sang. Après révélation, donc déposer les deux bandelettes l'une devant l'autre et rechercher les bandes différentes. D'accord? Si c'est les mêmes bandes, c'est-à-dire c'est les anticorps IgG du sang qui sont passés, ou bien, donc s'il y a présence donc, des bandelettes différentes, c'est-à-dire que ces anticorps sont néosynthétisés, donc au niveau intrathécal, et vous avez la confirmation. Maintenant, pour les localisations extracérébrales, donc, ça dépend de la nature de votre prélèvement. Donc, ça dépend de l'atteinte. Si elle est pulmonaire, il faut faire des biopsies pulmonaires. Donc, si vous avez au niveau de l'œil, il faut ajouter donc là aussi le Western blot coefficient Desmond au niveau donc de l'humeur aqueuse. Et vous pouvez faire maintenant la combinaison la combinaison de la PCR sur l'atteinte cérébrale et l'œil s'il y a donc la présence au niveau de l'œil, avec l'examen des frottis des différents prélèvements. Donc, si on va faire une biopsie pulmonaire, vous allez faire des frottis et vous allez colorer. Donc, frottis au niveau pour le LCR. Vous allez faire des appositions pour les biopsies. Apposition, c'est-à-dire prendre la biopsie. Donc là, ce que vous avez comme matériel de biopsie, le déposer, écraser et le retirer après faire la coloration au MGG. Et cette coloration va vous donner de bons résultats donc à la recherche du tachyzoïde. Donc, avant d'entamer le traitement, je vous ai résumé sous forme de schéma. Donc, le diagnostic chez la femme enceinte, donc chez la gestante. Vous avez la première, donc ce que vous voyez en bas, en haut, pardon, là ici. Donc, il faut suivre la flèche. Donc, une femme enceinte qui va venir chez nous, donc avec sa première donc le gynécologue va demander la sérologie. Vous avez une première sérologie chez cette femme. Donc maintenant le résultat de cette sérologie, vous avez deux cas de figure. Le premier résultat, donc IgM négatif, IgG négatif. D'accord? C'est-à-dire, c'est une sérologie négative et c'est une gestante séronégative. C'est une gestante qui n'est pas atteinte. Donc, c'est une gestante non immunisée contre le toxoplasme. D'accord? Séronégatif, non immunisé. Qu'est-ce qu'on va donner à cette femme? Donc, on va lui donner des mesures hygiénodiététiques, un contrôle sérologique mensuel. Donc, chaque mois, on va la suivre et être sûr qu'elle est toujours séronégative. Donc, le dernier sera fait une semaine après l'accouchement. Ça, c'est pour le contrôle. Dernier contrôle, une semaine après l'accouchement. Donc, une semaine après l'accouchement. Ça, c'est pour le contrôle de la femme séronégatif. Maintenant, deuxième cas de figure, on va avoir donc des IgM positifs. Donc, les IgM pour cette femme, pour sa première sérologie, vous allez avoir, regardez, IgG négatif, IgM positif. Donc, il faut faire une sérologie de contrôle 3 semaines d'intervalle. D'accord? La plupart du temps, on fait à 15 jours pour être rapide, pour les M. Donc, 3 semaines d'intervalle, faire la deuxième sérologie. Donc, si après 3 semaines, vous aurez des IgM négatifs et des IgG négatifs, donc il faut pousser votre interrogatoire, rechercher si ces anticorps sont transfusionnels, c'est-à-dire si c'est une femme qui a eu une transfusion avant la sérologie. Donc, si c'est oui, donc avec des IgM qui ne sont pas propres à la femme elle-même, donc on revient au premier cas de figure,
gestante séronégative, mesure hygiénodététique, contrôle sérologique mensuel, avec le dernier une semaine après l'accouchement. Ça, c'est pour le premier cas de figure pour la sérologie avec des 1 positifs. Maintenant, après 3 semaines, cette femme, les IgM restent positifs et vous avez la positivité des IgG. Positivité des IgG. Donc, c'est une femme avec séroconversion. D'accord? C'est-à-dire, elle était séronégative et elle est devenue séropositive. Au premier sérum, vous avez IgM positif avec des négatifs. Confirmation après 3 semaines par des G qui se positivent. Donc, elle est en plein dedans de la toxo. Ça, c'est pour le deuxième cas de figure pour la première sérologie. Le troisième cas de figure pour la sérologie, il est là. Maintenant, vous avez IgM négatif, positif. Donc, on ne va pas prendre en compte la positivité des M. C'est les G qui nous concernent maintenant. Donc, quels que soient les M, avec des G positifs, aussi ici, vous avez 2 cas de figure. D'accord? Donc, première sérologie, vous trouvez des G positifs, quel que soit le taux des M positif ou négatif. Qu'est-ce qu'on fait? Une sérologie après 3 semaines d'intervalle. Ou bien faire le test d'avidité directement. Donc, si on attend 3 semaines, donc vous allez traiter un deuxième sérum et vous allez voir. Si c'est donc le titre des IgG ici, donc le taux des IgG est stable, ne change pas. C'est-à-dire vous avez donc le taux qui n'a pas changé, donc le même pour le premier prélèvement ainsi que pour le deuxième après 3 semaines. Donc, qu'est-ce qu'on conclut pour cette femme? C'est une femme avec infection ancienne probable. Tout est probable en matière de toxo. Donc, infection ancienne probable. C'est-à-dire que c'est une femme qui a fait la toxoplasmose avant la grossesse. Maintenant, deuxième cas, après 3 semaines, ce taux des IgG va augmenter 3 fois le premier taux. Donc, il va se multiplier par 3. D'accord? Il va doubler des fois jusqu'à 3 fois. Il va augmenter. Ici, vous avez une femme qui est venue, donc, en plein dedans de la toxo. On parle de toxoplasmose évolutive. Toxoplasmose évolutive. D'accord? Ça, c'est si on attend 3 semaines. Maintenant, si on veut être plus rapide pour cette femme, sur le premier sérum, donc on ne va pas attendre le deuxième sérum, on va prendre sur le premier sérum, on va faire l'avidité. L'avidité, la dernière fois, ce qu'on a dit, que c'est une variante de la technique ELISA. Donc, elle peut mettre en évidence les G, donc les anticorps IgG et IgM. Mais maintenant, ici, l'avidité, la plupart du temps, on peut la faire si les G sont positifs. Ici, on n'a pas pu faire parce que les G sont négatifs. D'accord? La forte liaison, elle est faite entre l'antigène et les anticorps de la classe G. Donc, on va essayer de dégrader cette liaison entre les deux. D'accord? Donc, vous avez soit une forte avidité, donc une forte liaison entre les anticorps, soit une faible avidité, c'est-à-dire la liaison, elle est encore faible, donc elle est récente. Et la deuxième, elle est pour la liaison forte, donc elle est ancienne. Donc pour l'avidité forte, donc la plupart du temps on dit supérieure à 5 ou inférieure à 5. Si elle est supérieure à 5, vous avez une infection ancienne probable. Donc si elle est faible, toxoplasmose évolutive, avec la date, donc la date qui date inférieure à 5 mois. Donc c'est-à-dire que cette femme a fait la toxoplasmose avant 5 mois de ce prélèvement. Et aussi, il faut l'associer à l'âge de la grossesse. Il faut voir la femme à quel âge de sa grossesse on a fait le prélèvement. Et vous allez faire un calcul pour voir la femme, donc à quel moment elle était atteinte. Donc, elle est
une infection qui date de moins de 5 mois. Donc, pour cette femme, on a fait l'avidité, on a conclu, donc soit c'est la première infection probable, soit une toxoplasmose évolutive. Donc, pardon. Et, je m'excuse. Donc, vous avez deuxième, donc on va faire aussi obligatoirement le contrôle sérologique après un mois, qui va nous indiquer que le titre est stable, donc on confirme notre avidité avec infection ancienne probable, ou bien un taux qui est positif et augmente doublé ou triplé. Donc, on est aussi avec une avidité faible, toxoplasmose évolutive qui date de moins de 5 mois. Ça, c'est pour la femme, donc conduite à tenir devant une gestante qui va venir pour une sérologie toxoplasmique. Vous avez donc la première sérologie et la confirmer avec la deuxième sérologie pour les deux cas de figure ici, avec des 1 positifs, et pour des G positifs, quels que soient les M. Mais pour les M négatifs et G négatifs, c'est des gestantes à suivre durant toute la grossesse, une semaine après l'accouchement. Ça, c'est pour la femme gestante. Donc maintenant, on a conclu soit à une séroconversion, soit à une toxo-évolutive prouvée. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? Donc vous avez la conduite biologique au niveau du laboratoire, parce que vous allez rendre le résultat au gynécologue, et aussi, vous pouvez même dicter votre conduite à tenir. Donc, ce dernier, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va faire donc là le suivi échographique. Donc, vous avez la conduite radiologique et clinique. Qu'est-ce qu'il va faire? Le suivi échographique mensuel, c'est-à-dire il faut, pour les femmes enceintes, le suivi de la grossesse se fait tous les 3 mois. Donc, 3 mois, 6 mois, jusqu'au 9e mois. Pour une femme qui a une toxoplasmose, donc il faut faire une échographie mensuelle. Donc chaque mois, faire l'échographie, rechercher les malformations, rechercher la présence donc de calcification au niveau soit du cerveau du fœtus, soit au niveau du placenta. Et à la naissance de ce petit, donc du nouveau-né, vous avez une échographie. Il faut demander, donc, parce que le pédiatre, donc le gynécologue, a suivi cette femme, il va aussi envoyer une lettre au pédiatre et le pédiatre doit demander une échographie transfontanalaire et un fond d'œil pour le nouveau-né. Transfontanalaire, c'est au niveau donc de la fontanelle chez l'enfant. La fontanelle chez l'enfant. Je ne sais pas ce que vous savez, donc fontanelle, c'est quoi? C'est en arabe, on appelle, c'est Bedderija, c'est pas en arabe, donc Melrira. Donc, c'est à vous de rechercher ce terme. Donc, là aussi, il faut faire un fond d'œil à la naissance et le fond d'œil doit être sous anesthésie générale parce que les petits enfants bougent trop, on ne peut pas bien voir. Maintenant, au niveau du laboratoire, donc il faut faire la sérologie mensuelle afin de contrôler l'observation du traitement parce qu'on doit traiter cette femme au cours de sa grossesse, conduite thérapeutique. Il faut traiter la femme et le traitement de référence, c'est la spiramycine ou la rovamycine qu'on doit donc respecter la dose. Donc, on doit donner 9 millions, 9 unités par millilitre, d'accord, sans fenêtre thérapeutique, c'est-à-dire sans arrêter, jusqu'à l'accouchement. Après l'accouchement, le relais, ça sera pour son enfant. Donc, sans arrêter, donner 9 millions de spiramycine donc, par jour. Donc, cette sérologie toxoplasmique mensuelle, donc on va suivre cette femme de façon mensuelle, donc chaque mois. Ici, c'est pour contrôler la bonne conduite de son traitement, c'est-à-dire si elle prend la bonne dose ou pas. Parce que si elle ne prend pas la bonne dose, vous allez avoir des changements de taux et il faut bien demander à la femme est-ce qu'elle prend les 9 millions ou pas. Donc, si la femme est aux alentours du 4e mois, on peut faire la myosynthèse chez elle. La myosynthèse, un mois après la date présumée de l'infection.
c'est-à-dire si on date la, donc si on peut faire donc la date à, à 2 mois et demi, donc on va faire l'amniosynthèse à 3 mois et demi, donc un mois après la date présumée de l'infection. Donc, elle ne peut pas être faite au 3e trimestre, cette amniosynthèse. Donc, ce liquide sur lequel on peut faire la PCR et l'inoculation à la souris. Maintenant, pour cette femme à l'accouchement, il faut adresser une lettre au gynécologue pour qu'il nous envoie le placenta, le sang du cordon sur lesquels on va faire une PCR et une inoculation à la souris, le sang du nouveau-né et de sa mère après 10 jours. Sur le sang de nouveau-né, on peut faire la PCR. Il faut aussi rechercher faire un hémogramme, donc FNS, et faire la biochimie à la recherche des LDH qui vont nous signer un mauvais pronostic pour les LDH et elles sont augmentées. Et aussi, donc, AG10, faire donc, la comparaison entre le sérum de la mère et le sérum de l'enfant à la recherche des anticorps néosynthétisés par l'enfant. Ça, c'est pour la femme enceinte et aussi la femme avec séroconversion ou toxo-évolutif. Chez son enfant, maintenant, vous allez laisser la mère tranquille, sans traitement, donc arrêtez le traitement, arrêtez le suivi chez elle. Maintenant, chez l'enfant, qu'est-ce qu'on fait? On a dit, donc 3 phases, anténatal, le néonatal et le postnatal. Donc, vous avez anténatal, si on peut faire l'amniosynthèse, avant le 4e mois, c'est bon, c'est bien. Donc, inoculation à la souris, culture cellulaire, PCR. Donc, tous les résultats négatifs, vous avez une toxoplasmose congénitale peu probable. Peu probable. Maintenant, un seul résultat parmi les 3 qui est positif ou bien la totalité. Vous avez une toxoplasmose congénitale probable. Maintenant, ici, on dit changement de la conduite thérapeutique. Si elle était la femme, parce qu'en anténatal, on est toujours chez la femme. Donc, changement de la conduite thérapeutique, si la femme elle est sous spiramycine, il faut changer. Il faut ajouter donc le Fansidar. Donc, le Fansidar, c'est une association pyrimétamine sulfadiazine qu'on doit le donner, mais pendant 3 semaines. Donc, la plupart du temps, parce qu'il est tératogène, on peut l'éviter au cours du 1er trimestre. Maintenant, pour le donner, il faut donner 3 semaines de Fansidar et arrêter le Fansidar, continuer avec l'aspiramycine. Donc, les fenêtres thérapeutiques sont faites par l'aspiramycine pour le Fansidar. Et après, continuer, donc à chaque fois, de l'alterner, donc alternance, Fansidar et spiramycine. Pour le néonatal, on a dit quel que soit le résultat du premier, négatif ou positif, il faut passer vers le néonatal. Donc, vous avez soit le diagnostic direct, soit le diagnostic indirect. Diagnostic direct, c'est le placenta, sang du cordon et le sang du nouveau-né. Qu'est-ce que vous allez faire pour ces derniers? La PCR, l'inoculation à la souris. Donc, la sérologie, donc, ça sera le suivi sérologique chez l'enfant et le profil comparé ici entre la mère et son nouveau-né par la charge immunitaire ou bien le Western blot. Mais maintenant, pour les deux, si vous avez des résultats en faveur d'une toxoplasmose congénitale, donc changement de la conduite thérapeutique. Donc, ici, ça sera chez le nouveau-né. Puisque vous allez commencer chez le nouveau-né la même chose, la spiramycine en fonction de son poids. Donc, si vous avez une de ces techniques qui confirmera le diagnostic, vous allez changer aussi, et vous allez donner le Fansidar aussi en fonction du poids. Et vous allez faire le contrôle sérologique jusqu'à l'obtention d'un taux faible et stable d'G. Les résultats, maintenant, en deuxième cas de figure, si ces résultats ne sont pas en faveur d'une toxoplasmose congénitale, donc vous pouvez avoir donc les deux cas, soit en faveur, soit non. Donc, passer au postnatal. Donc, le postnatal, quel que soit, le postnatal, quels que soient les 2 premiers, résultats des 2 premiers. Maintenant, ce sera le suivi sérologique chez l'enfant. Donc, sérum de la mère et du nouveau-né, AG10
on a déjà parlé. Maintenant, la charge immunitaire et le Western blot et le suivi sérologique chez l'enfant. Donc, le suivi sérologique qui se négative tous les mois jusqu'au 9e mois, pardon, qui diminue tous les mois jusqu'au 9e mois et il y a une négativité, vous avez un enfant indemne. Si la sérologie, vous avez une diminution pour une réascension ou bien reste longtemps en plateau, c'est une positivité. Donc, c'est un cas qui a la toxoplasmose. Et on revient au premier cas de figure, donc du changement de la conduite thérapeutique et le contrôle sérologique de ce petit. Ça, c'est pour le résumé de la conduite chez l'enfant. Donc, on passe au traitement. Et vous avez donc plusieurs molécules actives. Donc, on va citer les macrolides. Les macrolides, vous avez la spiramycine, qui est la molécule de référence et qui est la première molécule donnée. Vous pouvez aussi donner l'azithromycine et la tovacone. Ces deux dernières, c'est les seules jusqu'à présent qui peuvent être, peuvent être actifs sur le tachyzoïde et le kyste en même temps. C'est-à-dire, ils dégradent le tachyzoïde et dégradent le kyste. Maintenant, en matière de toxocongénitale, vous avez un traitement préventif et un traitement curatif. Donc, le préventif, c'est-à-dire prévenir d'avoir une toxocongénitale, prévenir le passage chez l'enfant. Donc, il doit être fait suite à une séroconversion. C'est-à-dire, c'est une femme suivie, elle a fait une séroconversion, ou bien c'est une femme qui est venue directement en plein dedans de la toxo. Donc, vous allez donner ce traitement préventif, donc qui doit être débuté quand le diagnostic est confirmé. D'accord? Si la femme a la toxo, on a confirmé qu'elle a la toxo, commencez le traitement, sans fenêtre thérapeutique jusqu'à l'accouchement. Maintenant, on arrête chez l'enfant après accouchement, chez la mère après accouchement, commencez chez le nouveau-né. Donc, le relais sera pris par le nouveau-né jusqu'à négativation de la sérologie. Donc, si c'est un enfant indemne jusqu'à 9 mois, il va négativer. Donc, il va prendre le traitement jusqu'à 9 mois. Maintenant, si le cas contraire, il ne va pas y avoir de négativation, il va prendre le traitement pendant presque 2 ans. Donc, la principale molécule qu'on a déjà parlé, donc la spiramycine, qui peut être, donc, avoir une concentration 20 fois au niveau du placenta. Maintenant, le traitement curatif. Curatif, c'est-à-dire qu'il va traiter donc, de façon formelle l'enfant. Donc, débuter si l'un des examens de certitude effectués en anténatal, en néonatal ou bien en postnatal revient positif. C'est-à-dire donner donc le Fansidar en fonction de ce que vous avez comme résultat. On a dit en anténatal, ce sera l'amniosynthèse si on peut la faire. Si elle revient positive, vous changez le traitement chez la mère. Si pour le néonatal et le postnatal, donc les examens, vous avez le placenta, vous avez le sang du cordon, vous avez donc la comparaison mère-enfant, vous avez aussi le contrôle sérologique. Donc, si un de ces examens revient positif, vous changez votre conduite thérapeutique, donnez le traitement curatif qui est le Fansidar. Donc le nouveau-né qui est atteint, on suspecte chez lui la toxoplasmose, arrêtez ce traitement après 2 ans. Maintenant, chez l'immunodéprimé, vous avez aussi le traitement préventif et le traitement curatif. Donc, le patient HIV positif, avec 2 types de traitements préventifs, vous avez la prévention primaire et la prévention secondaire. C'est quoi la primaire et c'est quoi la secondaire? Donc, la primaire, c'est qu'on doit la donner chez un sujet VIH positif, séropositif pour la toxo. C'est-à-dire, il est déjà séropositif pour le VIH, on va lui faire une sérologie toxoplasmique, il est positif. C'est-à-dire qu'il a le kyste dans son cerveau. Maintenant, comment on peut traiter? On va lui donner le traitement préventif. La chimioprophylaxie, elle est primaire maintenant parce qu'il n'a pas fait de toxo, mais il risque de la faire si le taux de CD4 est inférieur à 200. Maintenant, s'il commence à diminuer son taux de CD4 et il va commencer à devenir inférieur à 200, donnez ce traitement pour ne pas avoir la toxo, donc pour éviter la réactivation. Maintenant, la chimioprophylaxie secondaire, maintenant, elle est obligatoire.
obligatoire chez ce sujet VIH positif qui a déjà fait une toxo cérébrale ou extracérébrale. C'est-à-dire, c'est un sujet qui a été malade par la toxo, il a donné cette localisation cérébrale ou autre localisation, et on a traité, il est maintenant guéri, mais il faut donner cette prophylaxie secondaire pour éviter un deuxième épisode. D'accord? Comment diminuer ou bien arrêter donc ce traitement préventif? Donc l'interruption des deux chimioprophylaxies est souhaitable après la reconstitution immune. C'est-à-dire reconstitution immune, c'est-à-dire que le taux de CD4 devient supérieur à 200. Donc s'il devient supérieur à 200, donc ça c'est la reconstitution immune chez lui. Donc arrêtez soit la première, soit la deuxième. Donc, continuez. Lorsqu'il est inférieur à 200, le taux ne revient pas. Donc, il est toujours inférieur à 200. Donnez donc les deux chimioprophylaxies, soit la première pour un sujet qui n'a pas fait de toxo et la deuxième pour un sujet qui a déjà fait la toxo. Arrêtez après augmentation du taux de CD4 qui devient supérieur à 200. Donc, vous avez la molécule la plus utilisée, c'est le Bactrim. Donc, Bactrim, c'est le traitement, donc l'association triméthoprim et sulfaméthoxazole. Donc, maintenant, le traitement curatif, ça, c'est le Bactrim, c'est pour donner donc la prévention aussi. Donc, il est débuté sur un diagnostic de présomption, c'est-à-dire comment donner le traitement curatif. On va le donner avec un diagnostic de forte suspicion. On dit diagnostic de présomption ou bien un diagnostic de certitude. Donc, il a donné la mise en évidence du parasite, de son ADN, ou bien si on a la comparaison entre le LCR et le sang qui va nous confirmer la présence d'anticorps. Arrêtez lors de l'obtention d'une réponse clinique, radiologique et optimale. D'accord? Radiologique optimale, pardon. Ça, c'est pour le traitement curatif. Donc, traitement curatif va être commencé lorsque vous avez un diagnostic de forte présomption ou bien de certitude. L'arrêter après que la clinique, c'est-à-dire les symptômes cliniques disparaissent et aussi même la radiologie. Donc là, bonne évolution clinique et radiologique. Ça, c'est pour le VIH positif. Maintenant, pour les greffés d'organes et de moelle osseuse. Donc, greffés d'organes et de moelle osseuse, vous avez un traitement préventif qui est indispensable parce que vous allez jouer sur leur immunité, vous allez la faire effondrer. Et donc, vous allez la commencer lorsque le receveur de moelle osseuse ou de donneur d'organes sont séropositifs. D'accord? Donc, le receveur de moelle osseuse, il est lui-même séropositif. D'accord? Il faut essayer de lui donner ce traitement préventif. Ou bien, vous avez un donneur d'organes, donc par exemple un rein, qui est déjà séropositif, donc il garde au niveau de son rein les kystes. On va le donner à un sujet récepteur. Donc, avec une immunodépression induite, vous allez avoir le risque de donner la toxoplasmose. Donc, il faut donc commencer un traitement préventif chez dernier. Donc, pour le receveur de moelle osseuse, qu'est-ce qu'on fait? Donc, le traitement préventif, ce sera le même, le Bactrim. Il doit être débuté un mois après l'allogreffe, c'est-à-dire il va y avoir une greffe chez lui, donc une allogreffe. Donc, un mois après la greffe, vous allez lui donner le traitement préventif. Donc, ce traitement doit être maintenu pendant 6 mois. Maintenant, pour le receveur d'organes solides, le traitement, on doit le maintenir au moins pendant les 3 premiers mois post-greffe. D'accord? Donc, dès qu'il aura l'organe, on commence et vous aurez donc pendant 3 mois post-greffe. Donc, ça, c'est un tableau que je vais passer. Donc, là, c'est un résumé. Donc, qu'est-ce que vous donnez comme traitement préventif chez l'enfant? Donc, vous avez l'anténatal, vous avez le postnatal, donc l'aspiramycine chez la femme et la même chose chez son enfant. Ça, c'est pour la prévention. Le traitement curatif qu'on a dit, donc le Fansidar ou bien donc autre molécule. Maintenant, pour l'immunodéprimé,
vous avez la chimioprophylaxie primaire là, et la secondaire, le Bactrim aussi. Ça sera donné donc comme chimioprophylaxie primaire et secondaire. Et vous avez un traitement curatif en cas de neurotoxoplasmose ou bien toxoplasmose oculaire confirmée. Vous allez donner le Fansidar. Si intolérance à la sulfadiazine, vous pouvez donner donc plusieurs molécules qui sont citées ici. Et vous avez ici donc les autres localisations. On peut directement donner seulement la monothérapie. Maintenant, la prévention qui est très importante pour les sujets avec toxoplasmose négatif, donc prophylaxée chez les gestantes. Donc maintenant, on commence par la femme enceinte. Une gestante, qu'est-ce qu'on fait? Donc, doit débuter en antéconceptionnel, c'est-à-dire avant, de tomber enceinte en antéconceptionnel, on doit faire, donc la prévention, c'est d'abord avoir le statut immunitaire de cette femme, sérologie toxoplasmique. Donc, lors d'un résultat négatif, qu'est-ce qu'on pratique? Donc, une surveillance sérologique mensuelle et observer certaines mesures d'hygiène. Donc, vous avez les mesures d'hygiène, bien laver les fruits et les légumes. Donc, c'est les crudités euh, qui peuvent être contaminées par les zoocystes. Pour la viande, ici, il y a le risque de contamination par les kystes. Donc, il faut bien cuire cette viande à 60 degrés pendant 15 minutes ou bien la congeler pendant 15 jours à 20 degrés. Pour cette femme, il faut éviter donc les travaux de jardinage et le nettoyage des litières. Donc, si vous avez le contact avec la terre ou bien la litière, vous aurez des mains sales, donc contaminées par les zoocystes et vous pouvez avoir la toxo. Donc, il faut éviter. Évitez, si possible, les chatons. Pas les chats, les chatons, parce que les chatons jouent, elles sont trop petits, elles jouent dans leur litière. Vous pouvez avoir, donc là, si vous êtes en contact, là, avoir les zoocystes au niveau de leur pelage et donc avoir la maladie. Pour les gestantes qui ont fait une séroconversion, bien une toxoplasmose évolutive au cours de la grossesse, qu'est-ce qu'on fait? La sérologie toxoplasmique mensuelle, donc le suivi, un fond d'œil pour le nouveau-né, une FNS et une radiographie transfrontalière, toujours chez le nouveau-né. Pour les sujets VIH positifs immunodéprimés, donc séronégatifs pour la toxo, la même chose pour la femme enceinte. C'est les mêmes mesures d'hygiène qu'on doit leur conseiller et aussi il faut contrôler le taux de CD4 parce que la prophylaxie primaire et secondaire dépend du taux de CD4. Donc, il faut le faire tous les 3 à 4 mois. Une sérologie toxoplasmique tous les 6 mois. Donc, tous les 6 mois, il faut le contrôler, voir s'il est séropositif ou il est toujours séronégatif. Et les séronégatifs, on a dit, il vaut mieux respecter les mesures d'hygiène. Pour les patients séropositifs maintenant, le taux de CD4 va juger la nécessité du chimioprophylaxie primaire ou bien secondaire s'il a fait l'atteinte. Pour les greffés allogéniques de moelle osseuse, si vous pouvez faire la PCR chez lui, donc ça sera une PCR de contrôle chaque semaine jusqu'au 100e jour. Puis tous les 15 jours jusqu'au 180e jour post-greffe, c'est-à-dire rechercher l'ADN toxoplasmique. Donc les patients non immunisés, la même chose, doivent suivre les mesures hygiéno-diététiques. Voilà donc les mesures que, au niveau de l'Institut Pasteur d'Algérie, donc le service de biologie parasitaire donne aux femmes enceintes. Et si c'est un immunodéprimé, soit VIH positif ou un greffé, aussi séronégatif pour la toxo, il doit suivre les mêmes mesures d'hygiène. Donc c'est mentionné en français et en arabe pour que tout le monde peut savoir comment se protéger et ne pas avoir la toxoplasmose. Je vous remercie si vous avez des questions.
Est-ce que vous avez des questions? Je vous attends. Donc, vous avez posé la question pour la PCR, où on peut la faire. Donc, c'est le même principe que le Covid. Donc, presque toute la biologie moléculaire, vous avez les mêmes techniques qui se répètent dans presque la totalité donc, des pathologies. D'accord? Si on dit biologie moléculaire, donc vous avez plusieurs techniques. Vous avez la PCR, vous avez aussi la PCR rapide ou bien la PCR en temps réel. C'est avec des automates qu'on va refaire donc l'ADN. Donc, on va prélever. Au niveau de ce prélèvement, on a des matrices déjà qu'on va les ajouter, donc des matrices avec de l'ADN connu de ce qu'on veut rechercher. Donc, si on recherche le COVID, donc ce sera les matrices du COVID. Si on recherche le toxo, la même chose. Donc, quelle que soit la pathologie, d'accord? Maintenant, pour votre question, où se fait le diagnostic par PCR? Donc, jusqu'à maintenant, il se fait euh, au niveau de l'Institut Pasteur d'Algérie et au niveau de l'HCA, donc c'est l'hôpital militaire de Ain Naja, donc pour en matière de toxoplasmose. Autre question? Donc la technique du Western blot. Donc je vais essayer de vous montrer quelques bandelettes si c'est possible. Comme ça, vous pouvez voir ce que je suis en train de raconter. Je vais essayer d'être rapide. Si ça vous gêne pas, donc attendre un petit peu. Je vais essayer de vous montrer.
Donc, désolé pour le retard, mais je vais vous montrer. C'est bon, vous arrivez à voir? Vous pouvez me répondre?
C'est bon? Vous arrivez à voir les bandelettes? Ça, c'est... Donc, si vous arrivez à voir les bandelettes, ce que je vous ai montré, donc je vous ai parlé donc des bandelettes de nitrocellulose. Ici, vous avez deux bandelettes à la recherche des IgG, d'accord? Vous voyez tout ce qui est des traits colorés avec des flèches. Donc, vous avez ici les mêmes bandes. Donc, si on dit... Donc, je vais arrêter la discussion et je reviens pour vous montrer. Sinon, je vais voir comment faire. Alors, partage, ouvrir. Maintenant, c'est bon? Est-ce que vous arrivez à voir? Vous arrivez à voir maintenant? C'est bon? Et, alhamdoulilah. Donc, vous avez ici les IgG. Ici, vous avez 1, 2 et 3. Donc, c'est des couples mère-enfant. D'accord? Donc, ce que je vous ai montré. Donc, ici, vous avez deux bandelettes. Première et deuxième. On a dit, donc, chaque bandelette va la traiter à part avec sa technique. Donc, on ajoute au premier temps le sérum. Après, on ajoute, donc, on va laisser incuber et après, on va essayer de faire le lavage et ajouter l'anti-anticorps marqué à une enzyme. D'accord? On va incuber et laisser. Donc, première incubation, elle va nous donner le complexe antigène-anticorps. Deuxième incubation, elle va vous donner le complexe antigène, anticorps, anti-anticorps marqué à une enzyme. D'accord? Maintenant, on ne peut pas voir, on a toujours des bandelettes blanches. Pour révéler ces bandelettes, cette réaction et la présence de ce complexe, ajoutez le substrat spécifique à l'enzyme qui est fixé à l'anti-anticorps. Donc, si vous avez donc le complexe, le substrat va agir avec son enzyme, il va l'utiliser, vous avez une bandelette colorée. Donc, ici, il va vous montrer, donc la coloration va vous montrer qu'il y a présence de complexe. Pas de coloration, pas de bandelette et pas de complexe. D'accord? Maintenant, pour les mères-enfants, humeur aqueuse, sérum, le LCR ou bien le sérum, pour la comparaison, il faut rechercher s'il y a présence des mêmes bandelettes ou les bandelettes sont différentes. D'accord? Regardez ici, donc ici, on a toujours donc les flèches, vous avez les mêmes bandelettes qui se répètent dans les bandes de microcellulose, donc nitrocellulose. Donc c'est les mêmes bandelettes. Ici, vous avez les mêmes anticorps. Si on parle de mère-enfant, ce sera les mêmes anticorps. Si on parle de humeur aqueuse sang, c'est les mêmes anticorps. Si on parle de LCR et sang, c'est la même chose. D'accord? La même chose ici. Donc, vous avez ici les mêmes bandelettes. La même chose ici, les mêmes bandelettes. Ici, on voit une bandelette un peu plus foncée. On peut ici avoir. Donc, mais lorsque vous avez une positivité chez l'enfant, vous avez en plus de ces bandelettes, d'autres bandelettes qui apparaissent chez l'enfant seulement. Vous n'allez pas les trouver chez la mère. Donc, ça sera une toxo congénitale. Si vous avez des bandelettes aussi en plus que le sérum, ça sera une toxo, pour l'humeur aqueuse, une toxo oculaire. Si vous avez des bandelettes en plus pour donc pour le LCR, et ce sera une confirmation d'une toxo cérébrale. Est-ce que c'est compris maintenant ou pas? Parce qu'on va le refaire en matière de technique.
Mademoiselle Ekram Roumaïssa Tahri. C'est elle qui a posé la question, donc c'est bon, c'est clair. Je vous en prie. Donc, si vous avez d'autres questions sur la première partie, sinon on clôture la séance. Donc, on clôture. C'est bon? Donc, je vous remercie pour votre attention. Pour le prochain cours, Inch'Allah, demain, vous aurez donc le paludisme avec Dr Belmeddah. Donc, bon courage. Je vous, je vous en prie. Et bon week-end.